3 jours après ma césarienne, mon mari entra dans ma chambre d'hôpital, le bras autour de sa secrétaire, et déposa des papiers de divorce sur le plateau, à côté de mon déjeuner intact. Prends 3 millions de dollars et signe, dit-il. Je ne veux que les enfants. Ce moment, cet instant précis, fut celui où Daniel Mitchell détruisit sa propre vie. Mais il ne le savait pas encore. Et honnêtement, moi non plus. La chambre sentait l'antiseptique et le plastique chaud. Les hôpitaux ont toujours ce mélange étrange de propre et de vicié, comme quelque chose d'essuyé trop de fois, mais jamais vraiment frais. Mon incision brûlait chaque fois que je bougeais, même un peu. J'avais à peine dormi depuis l'opération. 2 couffins étaient posés près de la fenêtre. Emma et Grace, mes filles, âgées de 3 jours. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores en fines lignes dorées sur leur couverture. L'une d'elles remua et fit un petit couinement. Le genre de son qui fait bondir votre cœur avant même que votre cerveau ne comprenne. Daniel ne leur jeta même pas un coup d'œil. Il se tenait près du pied de mon lit d'hôpital, comme si nous discutions d'un devis de toiture. « Caroline, dit-il en soupirant légèrement, ne faisons pas traîner les choses. » Derrière lui se tenait Lindsay Parker, 32 ans, blonde, posture parfaite, l'assistante de direction qui travaillait chez Mitchell Construction depuis 2 ans. Elle semblait mal à l'aise, mais pas coupable, juste gênée, comme quelqu'un qui attend la fin d'une réunion. Daniel fit glisser l'enveloppe sur ma table de plateau. « J'ai demandé à un avocat de tout préparer, dit-il. C'est juste. » Mes doigts étaient engourdis lorsque je pris les papiers. Requête en divorce, partage des biens, accord de garde. Garde exclusive à Daniel Mitchell. Je fixais la page un long moment. Puis je demandai doucement « Tu veux les bébés ?»« Oui. » Sa voix n'hésita pas. « Ils auront de la stabilité avec moi, un foyer approprié. » J'ai failli rire. Daniel n'avait jamais changé une couche de sa vie. Il fit de nouveau un geste vers l'enveloppe. « Il y a un chèque de banque, 3 millions de dollars. » 3 millions. Il le dit de la même manière que quelqu'un pourrait dire 300. « Considérez cela comme une rupture nette, » ajouta-t-il. Je levai les yeux vers lui. Vers Lindsay. Vers l'alliance toujours à son doigt. « Tu es sérieux ?» dis-je. Daniel se frotta la mâchoire comme s'il était fatigué d'expliquer quelque chose d'évident. « Tu viens de subir une opération majeure. Tes émotions sont à fleur de peau. J'essaie de rendre les choses plus faciles. » Puis il baissa légèrement la voix. « Tu n'es pas en position d'élever des jumeaux nouveau-nés en ce moment. » Derrière lui, Lindsay déplaça son poids. Je remarquai alors quelque chose. Sa main reposait légèrement sur son dos. Réconfortante, comme s'ils avaient répété cette scène. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Pas de la rage, pas même un chagrin d'amour, juste de la clarté. Je tournai la tête vers le couffin. Grace s'était réveillée. Ses petits poings s'étiraient au-dessus de sa tête, sa bouche s'ouvrant dans un petit bâillement silencieux. Emma dormait, sa joue pressée contre la couverture. Daniel suivit mon regard. « Elles auront une belle vie, » dit-il. « Je peux leur offrir des choses que tu ne peux pas. » Je regardai de nouveau les papiers. 10 ans. 10 ans de mariage. 10 ans à l'aider à bâtir Mitchell Construction, d'une entreprise de 2 camions à l'un des plus grands entrepreneurs de l'Est du Nebraska. Des feuilles de calcul de paie à minuit. Des formulaires fiscaux étalés sur notre table de cuisine. Appeler des sous-traitants quand Daniel oubliait. Tenir la comptabilité pendant qu'il jouait au golf avec des clients. Mais debout dans cette chambre d'hôpital, Daniel agissait comme si j'avais été une simple employée temporaire. Mon incision palpita de nouveau. Une infirmière passa dans le couloir extérieur. Le léger couinement des semelles en caoutchouc résonna à travers la porte. « Signe, » dit Daniel. Ma main bougea avant que je n'aie pleinement décidé. Je pris le stylo. Le papier se froissa doucement sous mon poignet. Pendant une seconde, la pièce devint complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de l'équipement hospitalier. Puis, j'écrivis mon nom. Caroline Mitchell. Daniel expira comme un homme soulagé qu'un problème ait enfin été résolu. « Merci, dit-il. » Il ramassa les papiers,
fit glisser l'enveloppe vers moi et se leva. Nous réglerons le reste par l'intermédiaire des avocats. Lindsay esquissa un petit sourire contraint. Prends soin de toi, dit-elle. Ils sortirent ensemble. La porte se referma derrière eux avec un léger clic, et juste comme ça, mon mariage était terminé. Je restais assise là longtemps. L'horloge de l'hôpital tic-taquait lentement au mur. Grace commença à s'agiter, un cri fin et incertain. Je balançais soigneusement mes jambes hors du lit. Le mouvement envoya une vive douleur à travers mon abdomen, mais je l'ignorais. Les mères apprenaient à ignorer la douleur assez rapidement. Je la soulevais doucement, elle ne pesait presque rien. Ses petits doigts s'enroulèrent autour du bord de ma blouse d'hôpital. Emma remua dans l'autre couffin. Je la pris aussi. Maintenant, je les tenais toutes les deux. Mes filles. Daniel pensait que je les abandonnerais. L'idée était presque amusante. Je me penchai et embrassai le front d'Emma, puis celui de Grace. « Ton papa ne me connaît pas très bien », murmurai-je. La pièce était silencieuse, à l'exception de leur douce respiration. Je me remis soigneusement au lit et tendis la main vers mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais confiance en ce moment. Janet Alvarez, infirmière à la retraite, ma meilleure amie depuis l'université. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Caroline, tout va bien ?»« Non, » dis-je doucement. Un silence. Puis la voix de Janet s'aiguisa instantanément. Que s'est-il passé? Je jetai un coup d'œil à la porte. Daniel est venu à l'hôpital aujourd'hui. Avec Lindsay, ajoutai-je après un autre silence. Janet jura à voix basse. Qu'a-t-il fait? Il m'a offert 3 millions de dollars pour que je lui donne les bébés. Silence. Puis, lentement. S'il te plaît, dis-moi que tu lui as jeté quelque chose. Non, dis-je. J'ai signé les papiers. Janet se figea. Caroline, j'ai besoin de ton aide. Les mots pesaient lourds dans ma gorge. Je pars ce soir. Un long soupir traversa le téléphone. Les bébés viennent avec toi? Oui. Sa réponse fut immédiate. Je serai là dans 1 heure. La nuit tomba tôt ce soir-là. Les hôpitaux sont toujours différents après la tombée de la nuit. Plus calmes, les lumières plus tamisées, les couloirs résonnent davantage. Janet arriva vêtue d'une blouse d'infirmière et d'une veste en jean. Elle entra dans la pièce et se figea en voyant les jumelles. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Ses yeux s'adoucirent instantanément. « Elles sont magnifiques. » Elle se pencha au-dessus des couffins, puis me regarda. « Tu es prête? »« Pas vraiment. »« Ce n'est pas grave, » dit-elle. La plupart des grandes décisions commencent comme ça. Elle se déplaçait avec efficacité. C'est l'infirmière en elle. En 23 minutes, nous avions enveloppé les bébés dans des couvertures d'hôpital et les avions attachés dans des sièges auto pour bébés. Janet en portait une. Je portais l'autre. Chaque pas dans le couloir tirait douloureusement sur mon incision. Mais l'adrénaline est une chose puissante. Personne ne nous arrêta. Les hôpitaux sont des endroits très fréquentés. 2 femmes partant avec des nouveau-nés ne soulevèrent aucune alarme. Dehors, l'air nocturne du Nebraska était frais sur mon visage. Le pick-up de Janet était garé sous un lampadaire vacillant du parking. Elle ouvrit la porte arrière et attacha soigneusement les 2 sièges auto. Je montai sur le siège passager. Un instant, aucune de nous ne parla. Puis Janet démarra le moteur. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Lincoln. » Elle hocha la tête. « Bien. » Le pick-up quitta le parking de l'hôpital et s'engagea dans la rue tranquille. Omaha défila devant nous en vitrine sombre et en lumière de rue. Emma fit un léger couinement depuis le siège arrière. Grace suivit d'un soupir endormi. Je me tordis pour les regarder. Janet me jeta un bref coup d'œil. « Tu vas bien ?»« Non, » dis-je honnêtement. Puis, après un instant, « mais ça ira. » Le lendemain matin, à 6h30, Daniel Mitchell se réveilla dans son appartement du centre-ville d'Omaha. Il se versa du café, vérifia son téléphone et répondit à un appel de l'hôpital.
Au moment où il raccrocha, le café était devenu froid parce que ses filles nouveau-nées étaient parties, et moi aussi. Nous arrivâmes à Lincoln juste après 1 heure du matin. Janet vivait dans un tranquille pavillon de plain-pied en briques, dans le sud de la ville, non loin de Holmes Lake. Il se trouvait dans une rue bordée d'érables et de boîtes aux lettres qui penchaient toutes un peu d'un côté ou de l'autre. Le genre de quartier où les gens rentraient encore les poubelles les uns des autres s'ils en voyaient une laissée trop longtemps dehors. Sa lumière de porche était allumée lorsque nous nous arrêtâmes. La maison semblait chaleureuse, sûre. Cela faillit me faire pleurer sur le champ. Janet se gara dans l'allée et coupa le moteur. Pendant 1 seconde, tout devint immobile. Pas de machine d'hôpital, pas de chariot de couloir qui claque, pas de Daniel, juste le doux tic-tac du moteur qui refroidissait et le léger bruissement des jumelles sur le siège arrière. Janet me regarda. « Tu veux 30 secondes pour t'effondrer ? Prends-les maintenant, » dit-elle doucement. Ensuite nous entrons. Je ris, mais mon rire était tremblant. Je ne pense pas que 30 secondes suffiront. Alors prends-en 45. Ça, c'était Janet. Elle savait toujours exactement quelle dose de douceur accorder avant de me pousser à avancer. Elle porta Grace. Je portais Emma. Chaque pas sur son allée d'entrée me faisait mal. Mon abdomen était tendu et chaud sous la ceinture de ces énormes sous-vêtements en filet d'hôpital et d'un pantalon de survêtement emprunté. Je sentais encore le savon d'hôpital, le lait et la peur. À l'intérieur, Jeannette avait déjà aménagé sa chambre d'amis. Un couffin emprunté à sa fille, une pile de couches sur une table pliante, 2 petites couvertures roses qu'elle avait manifestement achetées à la hâte en venant, une lampe diffusant une faible lueur dans le coin. Cette pièce m'anéantit plus que les papiers du divorce. Je restais là, Emma dans les bras, et regardais le couffin, le matelas allongé et les petits biberons alignés sur la commode. Et soudain, je ne pus plus me retenir. Je m'assis trop vite sur le bord du lit et haletais de douleur. Janet me prit Emma des bras sans un mot. Puis je couvris mon visage de mes 2 mains et pleurais. Pas le genre poli non plus. Je veux dire, le genre de pleurs laids et épuisés qui partent de la poitrine et font trembler tout le corps. Le genre que l'on fait quand il n'y a plus personne à impressionner. Janet me laissa pleurer pendant peut-être 1 minute, puis elle dit « Bon, ça suffit. Tu peux t'effondrer, mais tu ne resteras pas à terre. » Je baissai mes mains et la regardai. Le mascara d'il y a 2 jours avait probablement coulé jusqu'à mes oreilles. Mes cheveux étaient gras. Mon visage était enflé par l'opération, les pleurs et le manque de sommeil. Je devais avoir l'air d'un épouvantail. Et cela a en quelque sorte aidé, car je n'avais plus d'énergie pour faire semblant. « Je ne sais pas ce que je fais, » ai-je murmuré. « Si, tu sais, » a dit Janet. « Tu protèges tes filles. » Ces mots ont frappé fort, parce que c'était vrai. Pas la vengeance, pas le drame, pas l'orgueil, la protection. J'ai hoché la tête 1 fois, puis je me suis relevée. « D'accord, » ai-je dit. « Dis-moi ce qu'il faut faire ensuite. » Les jours suivants ont été un flou de planning d'allaitement, de médicaments contre la douleur, de panique juridique et de presque pas de sommeil. Ce premier matin à Lincoln, j'étais assise à la table de cuisine de Janet, en robe de chambre, pendant qu'elle préparait un café assez fort pour réveiller les morts. Les jumelles dormaient enfin après ce qui avait semblé être une protestation nocturne contre leur naissance. La lumière du soleil frappait le dessus de la table en formica jaune. Janet a fait glisser une tasse vers moi et a dit « Bois ça avant de te transformer en fantôme. » J'ai serré la tasse à 2 mains. Sa cuisine sentait le café, le pain grillé et le lait maternisé. Une odeur normale, une odeur de maison. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. Janet s'est assise en face de moi avec un bloc-notes juridique. « Commence par le début, » a-t-elle dit, « et ne laisse pas de côté les parties dont tu as honte. » J'ai laissé échapper un petit rire fatigué. Ça pourrait prendre un certain temps. J'avais annulé mon rendez-vous chez le dentiste. Alors, je lui ai raconté, pas seulement la chambre d'hôpital, mais toute l'histoire.
Comment Daniel avait changé lentement, pas d'un coup. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. Les hommes comme lui n'arrivent que rarement avec une pancarte disant « Je vais te briser le cœur et réécrire l'histoire pour que ça ait l'air de ta faute ». Il s'y glisse, une petite marque d'irrespect à la fois. 10 ans plus tôt, quand nous vivions encore à Fremont et que Daniel n'avait qu'un seul camion et un aide nommé Rick, nous nous asseyions à notre petite table de cuisine et rêvions à voix haute. Il disait des choses comme « Une fois que l'entreprise sera stable, nous respirerons plus facilement » ou « Encore une bonne année et nous ferons enfin ce voyage au Colorado ». Je le croyais. À l'époque, je m'occupais des comptes après le dîner pendant qu'il faisait le tour pour soumissionner des travaux. Je gérais les factures, la paie, les frais de permis, l'indemnisation des travailleurs, la paperasse, les échéances fiscales, tous les petits détails ingrats que personne n'applaudit. Daniel avait du charme. J'avais de la discipline. Ensemble, nous avions construit quelque chose de réel. Du moins, c'est ce que je pensais. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, Daniel est devenu le visage de Mitchell Construction. Il a eu de plus beaux costumes, de meilleures montres, une adhésion à un country club à Omaha. Il a commencé à dire des choses comme « Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça » chaque fois que je posais des questions. Au début, je pensais qu'il essayait de me protéger du stress. Plus tard, j'ai réalisé qu'il était en train de me mettre de côté. Le plus étrange, c'est que je l'ai laissé faire parce qu'à ce moment-là, j'avais presque 40 ans, espérant toujours pouvoir avoir un bébé si je tenais bon un peu plus longtemps. Et j'étais fatiguée. Les femmes fatiguées font des compromis qu'elles ne conseilleraient jamais à leurs filles de faire. Janet a écouté sans m'interrompre. À un moment donné, elle a juste dit « Il n'est pas devenu plus intelligent, il est devenu plus arrogant. » C'est la même chose, ai-je marmonné. Non, a-t-elle dit. Les hommes intelligents le cachent mieux. Cela m'a fait sourire. Puis, mon téléphone a vibré sur la table. Numéro inconnu. Mon estomac s'est noué. J'ai répondu quand même. Caroline Mitchell a demandé un homme. C'est moi. Je m'appelle Robert Clean. Je représente Daniel Mitchell. Bien sûr qu'il le représentait. J'ai pressé ma main libre contre mon front. Que voulez-vous? Monsieur Mitchell est profondément préoccupé par le bien-être de ses enfants. Il préférerait résoudre cela en privé. J'ai presque admiré son culot. En privé, ai-je dit. Il m'a signifié les papiers du divorce dans une chambre d'hôpital avec sa maîtresse à côté. L'avocat a ignoré cela. Si vous ramenez les enfants immédiatement, Monsieur Mitchell est prêt à être généreux. J'ai laissé échapper un petit rire. Il a déjà essayé d'être généreux. Il y a eu une pause. Puis, sa voix s'est refroidie. Si vous ne coopérez pas, cela pourrait devenir une affaire d'enlèvement parental. Cette phrase m'a frappée comme de l'eau glacée. Enlèvement parental. Mes filles avaient 3 jours, et un homme en cravate les réduisait déjà à une stratégie juridique. Je suis leur mère, ai-je dit. Oui, a-t-il dit d'une voix douce. Mais vous avez quitté l'hôpital dans un état très émotionnel, peu après une intervention chirurgicale majeure. Cela ne jouera pas en votre faveur, Madame Mitchell. J'ai serré le bord de la table si fort que mes jointures me faisaient mal. Janet me regardait. Elle pouvait lire sur mon visage que ce n'était pas bon. L'avocat a continué. Monsieur Mitchell est prêt à passer outre la perturbation actuelle si vous ramenez les jumelles aujourd'hui. Dites à Monsieur Mitchell, ai-je dit, ma voix tremblante à présent, que s'il veut parler de perturbation, il peut commencer par amener sa secrétaire dans ma chambre d'hôpital. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Janet a tendu la main et m'a pris le téléphone. « Bien, a-t-elle dit. Pleure plus tard. Pour l'instant, nous faisons un plan. » Cet après-midi-là, Daniel est passé à la télévision locale. Janet avait allumé les informations dans le salon pendant qu'elle pliait des vêtements de bébé. J'étais dans le fauteuil inclinable, essayant de faire téter Grace correctement pendant qu'Emma dormait sur ma poitrine. La voix du présentateur est devenue sérieuse. Notre histoire suivante concerne l'homme d'affaires d'Omaha, Daniel Mitchell, qui affirme que ses jumelles nouveau-nées ont été enlevées de l'hôpital par son épouse dont il est séparé.
J'ai levé les yeux si vite que Grace a glissé et s'est mise à hurler. Puis Daniel est apparu à l'écran, veste de sport grise, expression préoccupée, voix contrôlée. Je connaissais ce regard. Il l'utilisait avec les inspecteurs, les banquiers et toute autre personne qu'il voulait amadouer pour obtenir leur accord. « C'est une affaire de famille privée », a-t-il dit au journaliste. Mais je suis inquiet. Caroline a été soumise à beaucoup de tensions émotionnelles. Je veux juste que mes filles soient en sécurité. J'ai fixé l'écran. Il avait même l'air fatigué d'une manière flatteuse, comme un homme portant un lourd fardeau. Je sentais la chaleur monter dans mon cou. Il a continué à parler. Ma seule préoccupation, ce sont ces petites filles. Elles ont besoin de stabilité. Elles ont besoin d'un suivi médical. Si Caroline voit cela, je lui demande de faire ce qu'il faut. Jeannette a coupé le son de la télévision. La pièce est devenue très silencieuse, à l'exception des pleurs de Grace et de ma propre respiration qui était devenue irrégulière. « Regarde-moi », a dit Jeannette. Je ne l'ai pas fait, car si je l'avais fait, j'avais peur de lancer la télécommande à travers sa télévision. Caroline. J'ai tourné la tête. Il est en train de construire un récit, a-t-elle dit. J'ai dégluti difficilement. Je sais, il me fait passer pour instable. Je sais. Et si tu restes assise là sans rien faire, ce récit deviendra la vérité. J'ai regardé l'écran de télévision éteint. Mon reflet me renvoyait mon regard, pâle, fatigué, en colère. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là, non pas en rage, mais en décision, car j'ai enfin compris sur quoi Daniel comptait. Non pas que je fuirais, mais que je serais trop honteuse, trop blessée, trop épuisée physiquement pour riposter de manière significative. Il pensait que s'il avait l'air suffisamment soigné et parlait suffisamment calmement, personne ne remarquerait ce qu'il avait fait. Il avait oublié que je savais où se trouvaient tous les documents. Pas physiquement, plus maintenant, mais dans ma tête, et à d'autres endroits. J'ai tendu Grace à Jeannette, me suis levée trop vite, et j'ai grimassa. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Me laver le visage » ai-je dit. Puis je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte et me suis retournée. « Et demain, j'engage un avocat. » Jeannette a hoché la tête une fois. « Bien. » J'ai fait un autre pas, puis me suis arrêtée de nouveau. « Il y a plus, » ai-je dit. « Que veux-tu dire ?» Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte. Quand Daniel a commencé à me pousser hors de l'entreprise l'année dernière, j'ai copié des dossiers. Les sourcils de Jeannette se sont levés. « Combien ?» Assez pour le rendre nerveux. Là, elle m'a offert un vrai sourire. Ça, c'est ma fille. Le lendemain matin, Jeannette m'a conduite à un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille près du centre-ville de Lincoln, appelé Beckershaw and Lell, un bâtiment en briques dont la façade sérieuse et compacte semblait conçue pour inspirer une confiance sobre, sans fioritures. De folières dans le hall, accrochées avec une précision un peu trop parfaite, au mur beige clair. Une réceptionniste aux yeux bienveillants et aux lunettes de lecture accrochées à une chaîne dorée fine qui nous a regardés entrer sans paraître surprise par les 2 porte-bébés ni par les cernes que je portais comme une deuxième peau. Mon avocate était une femme nommée Denise Shaw, fin de la cinquantaine, carré argenté impeccablement tenu, tailleur bleu marine aux épaules droites, direct de cette façon qu'ont certaines femmes qui ont passé assez d'années dans une salle d'audience pour ne plus voir l'utilité de prendre des détours. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme et mesurée, à regarder les jumelles dans leur porte-bébé avec l'attention brève et professionnelle d'une femme qui évalue une situation dans son ensemble, puis m'a regardé de nouveau, moi cette fois, comme si elle lisait quelque chose dans mon visage, avant même que j'aie ouvert la bouche. « Vous avez quitté l'hôpital parce que vous pensiez que vos enfants risquaient de vous être enlevés, » a-t-elle dit. Ce n'était pas vraiment une question. « Oui. » « Aviez-vous l'intention de disparaître pour toujours ? » ?»« Non. »« Bien, » a-t-elle dit, posant les 2 mains à plat sur son bureau. « Parce que les juges comprennent les mères effrayées. Ils n'aiment pas les évasions. » J'ai apprécié qu'elle n'ait rien enjolivé,
qu'elle ne m'ait pas offert cette politesse molle que les gens adoptent parfois face aux femmes en détresse, comme si la vérité nue était trop rude à entendre. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle n'a pas beaucoup interrompu, se contentant de prendre des notes avec un stylo plume dont le grattement régulier sur le papier rythmait nos échanges, posant des questions claires et incisives au bon moment, celles qui ne cherchent pas à consoler, mais à comprendre. Quand j'ai eu fini, quand j'ai laissé tomber les derniers mots dans le silence du bureau, comme on pose une valise trop lourde, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a dit « Votre mari a commis une erreur ». Elle a laissé ça reposer un instant, puis a ajouté « C'est un euphémisme. Il a utilisé le timing comme une arme. Il a supposé que vous seriez trop vulnérable physiquement pour réagir efficacement. Ça, c'est tout, Daniel. » Elle a croisé les mains sur ses notes. Voulez-vous une bataille pour la garde sans histoire, ou voulez-vous que toute la vérité soit examinée? J'ai hésité, parce que jusqu'à ce moment précis, si je suis honnête avec moi-même, je n'avais pas pleinement admis ce que je voulais réellement. Pas l'argent, même si l'argent comptait. Pas même la vengeance. Exactement, même si l'idée n'était pas tout à fait absente. Ce que je voulais, ce que j'avais voulu peut-être depuis des années sans trouver les mots pour le formuler, c'était qu'il cesse d'être le narrateur. Je voulais que le dossier soit rectifié. Je voulais que quelque part, sur du papier officiel, dans un lieu où les mots ont du poids et où on ne peut pas les effacer ni les réinterpréter, la vérité existe. Je veux la vérité sur papier, ai-je dit. Denise a hoché la tête d'un seul mouvement net. Alors vous avez aussi besoin d'un expert comptable judiciaire. J'ai expiré lentement, sentant l'air quitter mes poumons avec quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement malgré la lourdeur de la perspective. Je connais quelqu'un, ai-je dit. Et c'était vrai. Un homme nommé Tom Weller à Grand Island. Calme, méthodique, ancien auditeur de l'IRS, avec cette patience particulière que développent les gens qui ont passé des décennies à chercher ce que d'autres ont délibérément caché. Je l'avais rencontré des années plus tôt, lors d'un problème de conformité impliquant un sous-traitant, une affaire apparemment anodine qui avait pris 3 fois plus de temps que prévu parce que Tom refusait d'arrondir les angles. Daniel le détestait parce qu'il remarquait des choses, notait des choses, tirait des fils sans jamais se laisser distraire par les explications trop lisses, ce qui signifiait que moi, je lui faisais confiance instantanément. Denise m'a regardé longuement, avec cet œil de quelqu'un qui a vu défiler des femmes dans des situations comparables et qui sait reconnaître celles qui tiennent debout malgré tout. Vous êtes venu plus préparé que la plupart. J'ai failli dire que j'avais passé 10 ans mariée à un homme qui m'avait appris, à défaut d'autre chose, à m'attendre au pire et à agir en conséquence. Au lieu de cela, j'ai juste dit que j'avais appris par expérience. Ce qui était la même chose, dit autrement. Quand Janet et moi sommes rentrés à la maison, le ciel au-dessus de Lincoln s'était refermé sur lui-même, devenant plat et gris comme une ardoise mouillée. L'un de ces après-midi du Nebraska où la lumière disparaît sans vraiment s'en aller, où tout semble un peu fatigué, un peu suspendu entre ce qui vient de se passer et ce qui va suivre. Emma a commencé à pleurer avant même que nous soyons entrés. Sa voix montant par la fenêtre entr'ouverte avec cette insistance urgente des nouveau-nés qui ne connaissent pas encore d'autres langues. Puis, Grace l'a rejointe, en harmonie catastrophique. Je me tenais dans la cuisine de Janet, un sac allongé glissant lentement de mon épaule comme s'il avait lui aussi abandonné la lutte, mon incision douloureuse à chaque respiration un peu trop profonde, des documents judiciaires glissés sous un bras, et 2 nouveau-nés hurlant devant moi, réclamant un monde que je n'avais pas encore entièrement les moyens de leur offrir. Pendant un vilain moment, un de ces moments qu'on n'avoue pas facilement parce qu'ils révèlent des fissures qu'on préférerait croire inexistantes, j'ai failli perdre courage. J'ai failli appeler Daniel. Non pas parce que je voulais qu'il revienne, non pas parce que j'avais oublié ce qu'il avait fait ou ce qu'il était, mais parce que j'étais fatiguée d'une façon qui allait plus loin que le manque de sommeil, plus loin que la douleur physique. Ce genre de fatigue qui s'installe dans les os, dans la volonté, et qui rend les mauvaises idées raisonnables,
les compromis indéfendables presque acceptables. J'entendais la voix dans ma tête, douce et pragmatique et traîtresse. Peut-être juste trouver un arrangement. Peut-être le laisser avoir les week-ends. Peut-être arrêter avant que cela ne prenne de l'ampleur et ne devienne quelque chose d'incontrôlable. Puis, je me suis souvenu de sa main sur le dos de Lindsay, détendue, familière, cette façon qu'il avait de la toucher, comme si c'était tout à fait normal. Je me suis souvenu de sa voix disant « Je ne veux que les enfants », avec cette précision chirurgicale qui m'avait glacé le sang sur la table d'hôpital. L'interview télévisée avec sa chemise repassée et son expression de douleur soigneusement calibrée. La lettre de son avocat. Et d'un coup, comme un interrupteur qu'on actionne, la faiblesse s'est dissipée. Pas complètement. Je ne vais pas mentir et prétendre que c'était aussi net que ça, que la peur et l'épuisement ont simplement disparu comme de la brume au soleil. Rien ne disparaît aussi proprement dans la vie réelle. Mais assez. Assez pour continuer. J'ai d'abord pris Emma, puis Grace, calant l'une contre chaque épaule avec les gestes maladroits, mais déterminés d'une femme dont le corps avait décidé de tenir quoi qu'il en soit. Et j'ai dit à voix haute, dans la cuisine vide de Janet, à personne d'autre qu'à moi-même et à ces deux petites filles qui ne comprenaient pas encore les mots, mais qui les recevraient peut-être quand même quelque part, là où les nouveau-nés reçoivent ce qu'on ne peut pas encore leur expliquer, qu'elle ne reviendrait pas. Cette nuit-là, après que Janet fut allée se coucher en me serrant brièvement l'épaule sans rien dire, ce geste qui valait 1000 mots, je me suis assise à sa table de salle à manger, sous le luminaire jaune qui teintait tout d'une chaleur un peu artificielle. Le numéro de Tom Weller était écrit sur un reçu de pharmacie, à côté de moi, à l'encre bleue, dans mon écriture de quelqu'un qui essayait de garder les mains stables. Les jumelles dormaient enfin dans le berceau, leurs respirations minuscules et régulières, comme deux petites horloges accordées sur le même tempo. Mon corps me faisait mal aux endroits que je connaissais et à d'autres que je découvrais. Mes yeux portaient le poids du sable de plusieurs nuits sans vrai sommeil. Mais pour la première fois, depuis l'hôpital, depuis le moment où Daniel avait posé ses papiers sur ce lit, je ne faisais pas que réagir à ce qu'il mettait en mouvement. Je me préparais à quelque chose qui m'appartenait. J'ai décroché le téléphone et passé l'appel. Tom Weller est arrivé de Grand Island 2 jours plus tard dans une Ford Taurus argentée propre et discrète, qui semblait n'avoir jamais dépassé la limite de vitesse de sa vie, comme si le véhicule lui-même avait assimilé la personnalité de son conducteur. C'était tout Tom. Il avait la soixantaine bien entamée, bâti comme un poteau de clôture, les cheveux gris clairsemés lissés en arrière, avec une application modeste, et le genre de visage ouvert et tranquille auquel les gens faisaient confiance presque par accident, sans savoir exactement pourquoi, simplement parce qu'ils ne cherchaient pas à les impressionner. Il portait une veste de sport marron légèrement froissée, au coude droit, des chaussures pratiques à semelles épaisses et un classeur accordéon noir bombé et fatigué qui semblait avoir participé à plus d'enquêtes que certains avocats de ma connaissance et qui était manifestement plus vieux qu'au moins l'une de mes jumelles. Quand Jeannette a ouvert la porte, il a hoché la tête poliment, est entré sans attendre d'y être invité 2 fois et a dit, en posant son classeur sur le rebord de l'entrée, « J'ai apporté ma propre calculatrice ». Janet a cligné des yeux, tournant la tête vers lui, avec l'expression de quelqu'un qui s'apprête à reformuler ce qu'elle vient d'entendre pour vérifier qu'elle a bien compris. Eh bien, c'est rassurant. Il a esquissé le plus léger des sourires, à peine une légère inflexion aux commissures des lèvres, comme quelqu'un qui apprécie les bons mots, mais ne les célèbre pas bruyamment. Je l'ai aimé immédiatement. Nous nous sommes assis à la table de salle à manger de Janet pendant que les jumelles dormaient dans le berceau près de la fenêtre du salon, la lumière grise du dehors tombant doucement sur leurs visages fermés. De temps en temps, l'une d'elles faisait un petit reniflement ou un bruit sourd et inarticulé, et je jetais automatiquement un coup d'œil dans leur direction, sans y penser, comme un réflexe que mon corps avait intégré en quelques jours seulement. Tom l'a remarqué, j'en suis sûre, avec ses yeux qui remarquaient tout sans en faire de commentaires. Il a juste ouvert le classeur, en a sorti le premier séparateur et a dit «
Montrez-moi ce que vous avez gardé. J'avais plus que ce que Daniel aurait pu supposer. Pas tout, non. Je ne suis pas magicienne et je n'avais pas prévu d'en arriver là avec cette précision. Mais au cours de la dernière année, quand Daniel avait commencé à m'éloigner progressivement des comptes de l'entreprise, à me dire avec cette patience condescendante qu'il réservait aux explications qu'il ne voulait pas vraiment donner, que l'INSEE rationalisait les opérations et qu'il valait mieux centraliser pour ne pas créer de doublons, quelque chose en moi, pas encore de la méfiance articulée, plutôt une forme de prudence instinctive, avait copié ce que je pouvais. Des récapitulatifs de paiement, des déclarations fiscales des 2 dernières années, des feuilles de calcul de fournisseurs imprimées depuis le système avant qu'on m'en retire l'accès, des relevés de virements internes, quelques emails que j'avais pris le soin d'imprimer parce que quelque chose dans leur formulation, dans le soin avec lequel ils ne disaient pas certaines choses, m'avait serré l'estomac à l'époque, même si je n'aurais pas pu expliquer précisément pourquoi sur le moment. Maintenant, j'ai étalé ces papiers sur la table de Janet, dans cet espace domestique qui contrastait avec leur contenu, entre un sucrier en céramique bleue et un pot de cuillère en bois usé. Tom a ajusté ses lunettes avec 2 doigts, a regardé l'ensemble une seconde pour en évaluer le volume, puis a commencé à trier avec des gestes précis et économes, sans hésitation, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche avant même de l'avoir trouvé. Il a à peine parlé pendant la première demi-heure, créant de petites piles soignées et parallèles avec une régularité presque géométrique, gribouillant des notes en minuscules lettres capitales dans la marge d'un carnet à spirale. Une fois, il a levé les yeux de la table et demandé, sans préambule, « Mitchell Construction a-t-elle toujours utilisé Prairie West Logistics ?» « Non, ai-je dit. Ce fournisseur est apparu il y a environ 18 mois. » Il a hoché la tête une seule fois, le geste précis et sans excès d'un homme qui confirme une hypothèse plutôt qu'il n'en découvre une nouvelle, et a noté quelque chose dans son carnet avec la même application tranquille. Puis, après quelques minutes de silence supplémentaire pendant lesquelles seul le froissement des pages rompait l'atmosphère suspendue de la pièce, il a tapoté une feuille avec le bout gomme de son crayon. 2 petits coups nets. Ce numéro d'identification de sous-traitant est incomplet. Je me suis penchée vers la feuille. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie soit que quelqu'un a été négligent, a-t-il dit avec le même calme qu'il aurait pu commenter la météo, soit que quelqu'un a supposé que personne ne regarderait de près. Janet, qui s'était tenue debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec une discrétion qu'elle ne maintenait pas d'habitude, a posé une assiette de sandwich au centre de la table et a dit « Je parie sur la négligence et les criminels ». Tom a levé les yeux vers elle avec cet air légèrement surpris de quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être amusé. Dans mon domaine, ces deux-là vont souvent de pair. Cela m'a arraché le premier vrai rire depuis des jours. Pas le rire poli qu'on produit pour faire bonne figure, mais quelque chose qui montait d'un peu plus bas dans la poitrine, involontaire et chaud. C'était étrange de rire alors que le sparadrap chirurgical tirait encore sur ma peau à chaque mouvement un peu brusque et que la peur était toujours bien ancrée dans ma poitrine, solide et permanente comme un meuble qu'on a arrêté d'essayer de déplacer. Mais c'est peut-être précisément ainsi que les gens survivent aux périodes où tout se défait en même temps. Non pas en ressentant une seule chose à la fois, proprement, par ordre d'importance, mais en portant plusieurs choses simultanément, la peur et le soulagement, le deuil et la colère, l'épuisement et quelque chose qui ressemble à de la détermination. Et en continuant malgré tout, parce qu'il le faut et parce qu'on le choisit aussi. En fin d'après-midi, la lumière dehors avait glissé vers ce jaune de fin de journée qui dore les surfaces sans vraiment réchauffer l'air. Tom avait couvert la moitié de la table de pile organisée avec leurs petites étiquettes manuscrites. Il s'est finalement penché en arrière sur sa chaise avec la lenteur mesurée de quelqu'un qui prend soin de son dos depuis longtemps et a poussé un long soupir, le premier son qui trahissait quelque chose au-delà du professionnel. « Eh bien », a-t-il dit, juste ce mot. Mais la façon dont il l'a posé dans la pièce, avec ce poids particulier, ce silence qui l'a suivi,
suffisait à comprendre qu'il n'allait pas bien se terminer. Jeannette a croisé les bras, ses coudes posés sur eux-mêmes dans ce geste qu'elle avait quand elle se préparait à entendre quelque chose de difficile. À ce point, Tom m'a regardé d'abord, directement, avec ce regard de quelqu'un qui vérifie que vous êtes prête avant de continuer. Voulez-vous la version prudente ou la version directe? La version directe. Il a hoché la tête une seule fois, comme pour valider mon choix. Votre mari a fait transiter l'argent de l'entreprise par des fournisseurs fictifs. Je l'ai fixé pendant un moment, entendant les mots, mais laissant mon esprit le temps de leur faire de la place, de les intégrer dans la géographie de tout ce que je savais déjà. Combien? Il a fait glisser l'une des feuilles vers moi, lentement, comme on fait passer quelque chose de fragile. C'est juste la partie que je peux raisonnablement tracer à partir de ce que vous avez sauvegardé. Environ 1,8 million sur 14 mois. Le chiffre a soudainement fait paraître la pièce plus petite, comme si les murs avaient légèrement bougé vers l'intérieur. J'ai baissé les yeux vers les documents, leur surface couverte de chiffres qui avaient un l'air ordinaire jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'ils représentaient. Puis, j'ai relevé les yeux vers Tom. « Pourquoi faire ? C'est là que ça devient intéressant, a-t-il dit, avec cette façon qu'il avait de poser les mots les plus révélateurs sur un ton presque conversationnel, comme s'il avait appris depuis longtemps que la neutralité était plus efficace que le dramatique. Il a pris une deuxième pile et a montré plusieurs postes, son doigt se déplaçant d'une ligne à l'autre avec précision. Des livraisons de meubles de luxe, des frais de décoration intérieure détaillés sur plusieurs pages, des paiements d'hypothèques réguliers, des factures de services publics, le tout attribué via des remboursements de fournisseurs qui n'avaient aucun lien commercial concevable avec une entreprise de construction. « Cette adresse vous dit quelque chose ?» a-t-il demandé, posant le bout de son doigt sur une ligne. J'ai regardé la page. West Maple Road, Omaha. J'ai lu les chiffres du numéro de rue, le nom de la rue. Puis j'ai regardé à nouveau, plus lentement, et quelque chose a fait tilt dans ma mémoire. Ce petit déclic désagréable qu'on reconnaît avant même de comprendre pourquoi. J'avais vu ce code postal sur un bordereau de réexpédition de courrier une fois, des mois plus tôt, dans la boîte à gants de Daniel, quand je cherchais le carnet d'entretien du véhicule. Sur le moment, je n'avais pas tiré de fil. Pas une adresse professionnelle. Une adresse résidentielle. Une maison. Je me suis lentement reculée dans ma chaise, sentant mon dos toucher le bois, avant même d'avoir décidé de m'y adosser. Il lui a acheté une maison. Tom n'a pas répondu tout de suite, gardant ce silence mesuré de quelqu'un qui sait que certaines vérités ont besoin d'un instant pour s'installer correctement avant qu'on puisse continuer à parler par-dessus elles. Ce silence était une réponse suffisante. Jeannette a marmonné quelque chose en espagnol à voix basse, trop bas pour que j'en saisisse chaque mot, mais le ton ne laissait aucun doute sur le registre. Ce n'était certainement pas du langage d'église. Pendant quelques secondes, je suis restée assise là sans bouger, entendant le bourdonnement régulier et indifférent du réfrigérateur et, depuis le salon, l'un des bébés qui soupirait dans son sommeil avec cet abandon total des très jeunes enfants. Une maison. Pendant que je faisais des injections de fertilité dans notre salle de bain pendant 2 ans, assise sur le bord de la baignoire avec les mains légèrement tremblantes avant chaque injection, priant pour que cette fois-ci soit la bonne, que cette fois quelque chose prenne et tienne, Daniel achetait une maison à sa secrétaire, meublée, décorée, chauffée et éclairée avec l'argent de l'entreprise que nous avions construite ensemble. Je dois vous dire quelque chose qui n'est pas flatteur, parce que je préfère vous raconter la vérité plutôt qu'une version plus présentable d'elle-même. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée, ni fait éclater en sanglots, ni laissé la colère déborder de façon spectaculaire. Ce que j'ai ressenti, dans ces premières secondes, c'était de la honte, non pas à cause de ce qu'il avait fait. Cette émotion-là viendrait plus tard, avec sa pleine juste mesure. Mais de la honte à cause de moi. Parce qu'il y a une humiliation particulièrement froide qui accompagne la prise de conscience précise de la durée pendant laquelle on vous a menti.
de l'ampleur et de la continuité de ce mensonge. On commence à rejouer d'anciennes conversations dans sa tête, à revoir des dîners, des voyages, des soirées ordinaires, où on était assis l'un en face de l'autre, à se parler de choses banales. Et on réalise que la vérité était là, dans la pièce, en tout point de ces moments-là, souriante et patiente, pendant qu'on versait le café et qu'on demandait si on avait besoin de sel. Tom a dû voir quelque chose sur mon visage. Il était de ces gens qui lisent les visages sans en faire grand-chose, car sa voix s'est un peu adoucie, juste légèrement, sans perdre son ancrage dans les faits. Ce n'est pas de votre faute. Je l'ai regardé, attendant la suite. Il a haussé les épaules une fois, un geste sobre et sans emphase. Les hommes comme Daniel s'appuient sur la confiance, pas sur le génie. La confiance des autres. Ils comptent sur le fait que les personnes autour d'eux doutent d'elles-mêmes en premier, se demandent si elles ont bien compris, si elles n'exagèrent pas, si elles ne sont pas trop sensibles. Cela m'a aidé plus qu'ils ne le savaient probablement, ou peut-être exactement autant qu'ils le savaient. Avec ce homme-là, on ne pouvait jamais être tout à fait sûr. Je me suis levée avec précaution, dosant l'effort pour ménager l'incision, et j'ai marché jusqu'au berceau et vérifié les jumelles même si je savais qu'elles allaient bien, simplement parce que j'avais besoin de mettre une distance de 2 mètres entre moi et la table couverte de chiffres pendant un instant. La main d'Emma avait glissé dessous sa couverture légère, son petit poing ouvert vers le plafond. Je l'ai remise en place délicatement, sentant sous mes doigts la chaleur extraordinaire et tranquille que dégagent les bébés qui dorment profondément. Quand je me suis retournée, Janet me regardait depuis l'autre côté de la pièce, avec cet œil attentif et sans pitié inutile qu'ont parfois les amis de longue date. « Ça va » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit. Honnêtement, sans chercher à rendre ça plus doux ni plus dur qu'il n'était. Puis j'ai pris une inspiration, sentant mes poumons se remplir complètement, et j'ai regardé Tom. Mais j'écoute. Alors Tom a continué. Les sociétés écrans étaient fragiles. Au moins 2 semblaient exister principalement sur le papier. Prairie West Logistics n'avait pas d'historique d'exploitation approprié. Un autre sous-traitant, Midwest Earth Solutions, partageait une adresse postale avec un magasin UPS. Les fausses factures n'étaient pas élégantes non plus, juste suffisamment fréquentes et dispersées pour qu'un examinateur paresseux puisse les survoler. Daniel était devenu négligent, ou peut-être cupide. Tom a tapoté la pile à nouveau. « Il fait un grand coup », a-t-il dit. C'est généralement à ce moment-là que les gens deviennent négligents. Quel genre de grand coup ? Il m'a regardé. Mitchell Construction est en lice pour le contrat de réfection de l'autoroute du Nebraska, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'était celui qui obsédait Daniel depuis des mois. 40 millions de dollars de visibilité au niveau de l'État. Le genre de contrat qui faisait passer une entreprise locale dans une catégorie entièrement différente. Tom a croisé les mains. S'il l'obtient, il profitera de l'élan pour étouffer les questions. Les gens aiment le succès. Cela les rend moins curieux. Jeannette s'est rassie. Alors, de quoi parlons-nous ici? Fraude fiscale. Détournement de fonds. Tom a fait l'un de ces petits hochements d'épaules prudents et évasifs. Je parle d'assez de malversation pour déclencher un examen plus approfondi. Peut-être plusieurs. Je me suis rabaissée sur ma chaise. Les bébés dormaient toujours. L'horloge de Jeannette tic-taquait au mur. Dehors, le chien de quelqu'un a aboyé 2 fois, puis s'est arrêté. Des sons normaux. Une conversation très anormale. Mon téléphone a vibré sur la table. Cette fois, c'était Denise Shaw. J'ai répondu tout de suite. « Caroline, comment vont les filles ?» a-t-elle demandé. Endormie pour une fois. « Bien. Je viens de raccrocher avec l'avocat de la partie adverse. » J'ai fermé les yeux un instant. Laissez-moi deviner. Daniel est inquiet. Il demande la garde temporaire d'urgence. Une bouffée de chaleur m'a envahi si vite que mes oreilles ont tinté. Pour quel motif? Il prétend que vous êtes médicalement fragile, émotionnellement compromise, et que vous vous cachez avec les jumelles. Janet en a assez entendu, rien qu'à mon visage, pour savoir que c'était grave. Tom a tranquillement commencé à rassembler une section de papier dans un dossier séparé. Que veut-il?
ai-je demandé. La voix de Denise est restée calme, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation pire. Il veut que les enfants soient présentés devant le tribunal dans les 72 heures. J'ai pressé ma main contre mon incision, non pas parce que ça faisait plus mal à ce moment-là, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Et si je fais ça, alors il se présentera comme le parent stable et doté de ressources. J'ai ri une fois, un rire bref et sans humour. Des ressources, c'est un mot pour de l'argent volé. Il y a eu un instant de silence sur la ligne. Puis, Denise a dit « Avez-vous quelque chose ?» J'ai regardé Tom. Il a fait le plus petit des hochements de tête. « Oui, ai-je dit. « Peut-être. »« Bien, a-t-elle dit. Parce que si ce que vous avez est ce que je pense, nous arrêtons de jouer la défense. » Après que j'ai raccroché, Janet a dit « Je déteste tellement cet homme. » Tom l'a corrigé doucement. « Vous détestez son sens du timing en tant que personne. Il peut aussi être désagréable. » Cela a fait rire Janet. Moi non, pas encore, parce que les mots de Denise flottaient encore dans l'air. Nous arrêtions de jouer la défense. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les jumelles se réveillaient toutes les 2 heures. Mes points de suture me démangeaient et me brûlaient. Mon lait est monté plus fort, ce qui signifiait engorgement, bébé qui pleure, coussinet d'allaitement humide, et un moment vers 3 heures du matin où je me suis assise au bord du lit de Janet dans l'obscurité et où j'ai sérieusement envisagé si j'étais assez forte pour tout cela. C'est la vérité. Les gens adorent les histoires où une femme est trahie et se transforme instantanément en une sorte d'ange vengeur aux yeux perçants et au rouge à lèvres parfait. Ce n'était pas moi. À 3 heures du matin, j'étais dans un t-shirt trop grand, avec un sein qui fuyait à travers, essayant de ne pas grimacer à chaque fois que je me levais, priant pour que les 2 bébés ne commencent pas à crier en même temps. Et pendant un moment de faiblesse et de laideur, j'ai pensé que Daniel devrait peut-être simplement avoir ce qu'il voulait. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'étais assez fatiguée pour envisager la capitulation comme un soulagement. Puis, Grace a pleuré. Juste un petit cri aigu du berceau près de la commode. Je me suis levée, les prise dans mes bras et les tenue contre mon épaule. Son petit corps s'est calmé presque immédiatement, chaud, confiant, le mien. J'ai regardé Emma, endormie à côté de sa sœur, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir à nouveau. Non pas en cruauté, mais en fermeté. Daniel voulait me voir dépassée, honteuse, acculée, d'accord. Mais les femmes fatiguées savent encore compter. L'après-midi suivant, Denise est venue en personne chez Janet. Elle est arrivée avec une mallette en cuir et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas été impressionné par un homme en costume depuis au moins 20 ans. Tom a exposé ce qu'il avait découvert. Elle a écouté, posé des questions précises et lu les documents un par un. Elle ne s'est jamais pressée, n'a jamais dramatisé. J'aimais ça chez elle. Finalement, elle a posé la dernière page. « C'est sérieux », a-t-elle dit. Janet, depuis l'embrasure de la cuisine, a marmonné. Ça, c'est l'équivalent juridique de jackpot. Denise a presque souri. Puis, elle s'est tournée vers moi. Il y a une audience le mois prochain devant le conseil d'examen du Nebraska Department of Transportation. Mitchell Construction s'attend à une approbation préliminaire pour le contrat autoroutier. Je sais qu'ils présenteront la conformité en matière de viabilité financière et la fiabilité de la direction. Tom a ajouté « Ce qui devient plus intéressant si la fiabilité de la direction est fictive. » Denise a hoché la tête. « Si nous déposons trop tôt, les avocats de Daniel présenteront cela comme un litige conjugal vindicatif. Il nous ensevelira sous les requêtes, les retards, la manipulation, le charme, toutes les ruses habituelles. » Je connaissais ce schéma. Daniel adorait paraître raisonnable tout en mettant le feu aux poudres. « Alors, que dites-vous » ai-je demandé. Elle a croisé les mains sur le dossier. Je dis que le meilleur endroit pour exposer cela n'est peut-être pas le tribunal de la famille. Janet est entrée entièrement dans la pièce à ce moment-là. Alors, où ?
Denise m'a regardé. Lors de l'audience du contrat. Les mots sont restés en suspens un instant. Lors de l'audience, publiquement, une semaine plus tôt. Même entendre cette idée aurait pu me faire me refermer, mais maintenant je pouvais le voir. Daniel, au premier plan, dans l'une de ses vestes sur mesure, parlant d'intégrité et de valeurs familiales, tandis que le conseil envisageait de lui accorder 40 millions de dollars. Il serait impeccable, confiant, intouchable, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Pourtant, mon estomac s'est noué. Si je fais ça, ai-je dit lentement, et que cela devient une enquête, l'entreprise pourrait s'effondrer. Oui, a dit Denise. Mes filles pourraient perdre tout avenir financier qu'elles auraient eu grâce à lui. Elle n'a pas argumenté parce que cette partie était vraie. J'ai regardé le berceau. Emma était réveillée maintenant, clignant des yeux vers le plafond, comme si elle avait déjà des questions sur ce monde entier. J'ai dégluti difficilement. Je ne veux pas que mes filles grandissent avec un père en prison. Personne ne vous demande de vouloir cela, a dit Denise. Je vous demande si vous voulez qu'un homme avec de l'argent caché, des fournisseurs frauduleux et une image publique fabriquée utilise un contrat d'État pour financer une guerre de garde contre vous. Celle-là a fait mouche, car soudain, le choix était plus clair qu'il ne l'avait été 5 secondes plus tôt. Il ne s'agissait pas de punir Daniel pour son infidélité. Il s'agissait de démonter la machine qu'il prévoyait d'utiliser contre moi. Jeannette a parlé doucement. Il ne s'arrêtera pas de lui-même, Carole. Je le savais. Je l'avais su au moment où il était entré dans cette chambre d'hôpital et avait traité mes filles comme de simples postes budgétaires. Pourtant, j'avais une dernière préoccupation. Si je fais ça, ai-je dit, je veux que les filles soient protégées. Pas de nom dans les médias, pas de photos, pas de cirque. Denise a hoché la tête immédiatement. Cela peut être arrangé. Tom a fermé son dossier. Alors je continuerai à constituer le dossier. Je suis restée assise là un long moment. Mon corps me faisait encore mal. Mon mariage était en cendres. Mon mari essayait de me faire passer pour instable pendant qu'il faisait transiter de l'argent par de faux fournisseurs. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, mes filles avaient commencé à faire les plus doux petits bruits dans leur sommeil. La vie est étrange ainsi. Chagrin d'un côté de la pièce, espoir de l'autre. J'ai expiré. Puis j'ai dit « Je le ferai ». Jeannette s'est redressée. Denise a donné un hochement de tête ferme comme si un accord venait d'être conclu. Tom a simplement noté quelque chose. J'ai regardé à nouveau le berceau et j'ai parlé plus doucement. J'ai fini de fuir. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule dans le salon de Jeannette, les 2 filles endormies sur mes genoux, une dans chaque bras, et la lampe tamisée à côté de moi. La maison était silencieuse, à l'exception de la vieille chaudière qui se mettait en marche de temps en temps. J'ai baissé les yeux sur la petite bouche d'Emma, les doigts recroquevillés de Grace, leurs doux cheveux foncés. Puis, j'ai pensé à Daniel, debout devant une salle pleine de fonctionnaires, souriant, ce sourire lisse, s'attendant à une autre victoire facile. Pour la première fois depuis l'hôpital, j'ai imaginé le moment où son visage changerait. Non pas parce que je voulais un spectacle, mais parce que je voulais la vérité. Et j'étais enfin prête à la révéler au grand jour. L'audience a eu lieu un mardi matin gris à Lincoln. Le siège du Nebraska Department of Transportation se trouvait dans un vaste bâtiment en béton, juste à l'est du centre-ville. Rien de fantaisiste. Les bâtiments gouvernementaux le sont rarement. De longs couloirs, des lumières fluorescentes, une légère odeur de tonnerre de photocopieuse et de vieilles moquettes. Jeannette nous y a conduits dans son pick-up. Je me suis assise sur le siège passager, avec les sièges auto des jumelles derrière moi. Emma a dormi pendant tout le trajet. Grace faisait de petits bruits de hoquet toutes les quelques minutes. Mon estomac se tordait à mesure que nous nous rapprochions. Pas exactement de la peur, plutôt la sensation que l'on ressent avant de plonger dans de l'eau très froide. Jeannette remarqua mes mains agrippées à mon manteau. « Tu trembles », dit-elle. « Je sais. Tu peux encore t'en aller. » Je me tournai pour la regarder. « Non, dis-je doucement. Je ne peux pas.
car si je le faisais, Daniel continuerait de raconter l'histoire à sa manière, et, finalement, tout le monde le croirait. Nous nous garâmes de l'autre côté de la rue. Tom nous rejoignit sur le trottoir, portant son habituel dossier accordéon. Denise arriva 5 minutes plus tard, vêtue d'un manteau bleu foncé et de talons bas qui claquaient sèchement sur le trottoir. Elle regarda d'abord les bébés. Ces deux-là sont sur le point d'assister à leur première réunion gouvernementale, dit-elle. Janet renifla. Bienvenue au Nebraska. À l'intérieur, la salle d'audience ressemblait exactement à ce que l'on pouvait imaginer. Une longue table pour le conseil, des rangées de chaises pliantes, un pupitre près de l'avant, des drapeaux d'État dans le coin, environ 20 personnes éparpillées, personnel d'entrepreneurs, quelques journalistes venus surtout par habitude. Les contrats routiers étaient une affaire courante ici. Mitchell Construction était le deuxième point à l'ordre du jour. Nous prîmes place près du fond. Les jumelles restèrent silencieuses, ce qui tenait du miracle. Mon incision me faisait encore mal quand je bougeais, mais je le remarquais à peine. L'adrénaline fait des choses étranges à la douleur. À 9 heures précises, les membres du conseil entrèrent. 5 d'entre eux. Des expressions sérieuses, des tasses de café, des piles de documents. Le président s'éclaircit la gorge. Commençons. Le premier entrepreneur présenta une proposition de réparation de pont. J'en entendis peut-être la moitié. Mon attention ne cessait de dériver vers la porte. Puis elle s'ouvrit. Daniel entra. Costume gris, cravate bleue, cheveux impeccables. Lindsay le suivait, portant un porte-document en cuir. Ils ne me virent pas tout de suite. Daniel serra la main de 2 membres du conseil, souriant avec aisance, confiant comme il l'était toujours avant les grandes affaires. Un instant, en le regardant, je ressentis quelque chose d'étrange. Pas de l'amour, mais de la familiarité. Le souvenir de l'homme en qui j'avais cru autrefois. Puis Lindsay se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et ce souvenir s'évanouit. Ils prirent place près de l'avant. Le président mélangea des papiers. Point suivant. Proposition de réfection routière de Mitchell Construction, district 4. Daniel se leva, boutonna sa veste et se dirigea vers le pupitre. Il ressemblait exactement à l'homme qui était apparu à la télévision la semaine précédente. Calme, responsable, père préoccupé, homme d'affaires respecté. J'apprécie le temps que le conseil m'accorde aujourd'hui, commença-t-il. Sa voix emplit la pièce, confiante, soignée. Il parla de la fiabilité de la main-d'œuvre, de l'efficacité des coûts, d'années de projets réussis à travers l'Est du Nebraska. Puis, il prononça la phrase qui me serra l'estomac. Chez Mitchell Construction, nous croyons que l'intégrité est le fondement de chaque route que nous construisons. Janet se pencha vers moi et murmura « Eh bien, ça, c'est audacieux. » Daniel continua. Il parla de création d'emplois, de partenariats communautaires, de sécurité, de conformité. Chaque phrase sonnait propre et respectable. Exactement l'histoire qu'il voulait raconter. Puis, Denise me toucha le bras. « Maintenant, » dit-elle doucement. Mon cœur fit un bond violent dans ma poitrine. Je me levai. Chaque mouvement me semblait plus bruyant qu'il ne l'était probablement. Mon manteau froissa. L'une des poignées du siège auto claqua. Les gens se retournèrent. Daniel jeta un coup d'œil désinvolte et se figea. Pendant 1 seconde, il ne sembla pas comprendre ce qu'il voyait. Moi, debout au fond de la salle d'audience, tenant Grace, avec Emma endormie dans le porte-bébé à côté de Janet. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Caroline. La pièce devint silencieuse. Le président fronça les sourcils. « Madame, avez-vous des affaires avec cette procédure ?» Denise s'avança à mes côtés. « Oui, » dit-elle calmement. « Nous en avons. » Daniel la fixa comme si quelqu'un venait de laisser tomber un serpent sur le sol. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il sèchement. Je descendis lentement l'allée. Chaque pas résonnait dans la pièce silencieuse. Grace remua dans mes bras mais ne pleura pas. Je m'arrêtai près de la table de devant. Le visage de Daniel était devenu pâle sous les lumières fluorescentes. « Caroline, » dit-il de nouveau, la voix tendue.
Maintenant, ce n'est pas l'endroit pour... Pourquoi? Demandai-je doucement. Pour un différend familial? Denise parla avant qu'il ne puisse continuer. Ma cliente a des informations directement pertinentes pour l'évaluation de Mitchell Construction par le conseil. Le président se pencha en avant. Quel genre d'informations? Tom s'avança à nos côtés et posa son dossier accordéon sur la table. Des documents financiers, dit-il. Les yeux de Daniel se posèrent furtivement sur le dossier, puis revinrent sur moi. Quelque chose dans son expression changea. Pas de la colère, mais du calcul. Caroline, dit-il, baissant légèrement la voix. Quoi que ce soit, nous pouvons en discuter en privé. Je le regardais. Vraiment? C'était l'homme qui pensait que 3 millions de dollars pouvaient me faire disparaître. Je secouai la tête une fois. Non. Tom fit glisser une petite clé USB sur la table vers le conseil. Ceci contient des registres comptables internes, des historiques de paiement des sous-traitants et des documents de fournisseurs associés à Mitchell Construction. L'un des membres du conseil la ramassa. Qu'alléguez-vous exactement? Tom répondit calmement. Une potentielle inconduite financière. La pièce devint très silencieuse. Daniel rit une fois, mais cela sonnait forcé. C'est ridicule, dit-il. Ma femme est en colère à cause de notre divorce. Denise reprit la parole. La documentation comprend de fausses factures de fournisseurs, des sociétés écrans et des transferts non enregistrés totalisant environ 1,8 million de dollars. À présent, les journalistes au fond de la salle commencèrent à prêter attention. Les stylos s'agitèrent. Les téléphones furent sortis. La confiance de Daniel se fissura. « C'est absurde !» claqua-t-il. Tom ne réagit pas. L'un des membres du conseil tendit la clé USB à un technicien du personnel. « Examinons-la. » Le technicien la brancha sur un ordinateur portable connecté à l'écran de projection. Le premier document apparut. Journaux de paiement. Nom des fournisseurs. Totaux des transferts. Tom désigna. Prairie West Logistics, Midwest Earth Solutions. Aucune de ces entités n'exerce d'activité de construction légitime. La mâchoire de Daniel se crispa. Ce sont des sous-traitants légitimes. Tom tourna une autre page. Les deux adresses postales correspondent à des boîtes postales commerciales. Le président regarda Daniel. « Monsieur Mitchell. » Daniel changea de posture. « J'aurais besoin d'examiner tout ce que ces gens prétendent avoir. » Puis un autre document apparut à l'écran. Un courriel de Lindsay Parker. Objet. Transfert fournisseur. La salle lut en silence, tandis que le message s'affichait. « Ne t'inquiète pas, j'ai de nouveau transféré les fonds via Prairie West. La même méthode a fonctionné le trimestre dernier. » Le visage de Lindsay devint blanc. Daniel se tourna vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle parut stupéfaite. « Je n'ai pas... » Un autre courriel suivit. Celui-ci faisait référence à l'achat d'une propriété. Confirmation de paiement hypothécaire jointe. L'adresse apparut à l'écran. West Maple Road. Les membres du conseil échangèrent des regards. L'un d'eux se pencha vers le microphone. « Monsieur Mitchell, cette propriété est-elle liée à vos activités commerciales ?» La voix de Daniel avait perdu son ton assuré. « Non. » Tom parla doucement. « Les fonds de l'entreprise ont payé l'hypothèque. » C'est alors que Daniel explosa. « C'est du harcèlement !» cria-t-il. « Un coup monté de divorce amer. » Grace bougea dans mes bras. Je la berçai doucement sans le quitter des yeux. « Non, dis-je. Ma voix resta ferme. J'ai passé 10 ans à tenir vos comptes en ordre. » Daniel me désigna du doigt. « Tu essaies de tout détruire. » Je secouai la tête. « Non, dis-je doucement. Tu as fait ça quand tu as commencé à mentir. » Le silence se répandit dans la pièce. Le président s'éclaircit la gorge. Il a... Étant donné la gravité de ces allégations, ce conseil suspend l'examen du contrat de Mitchell Construction en attendant une enquête complète. Un journaliste chuchota quelque chose avec excitation derrière nous. Daniel regarda autour de lui, comme si la pièce avait soudainement basculé. «
Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il. Mais la décision était déjà prise. Le président ramassa ses papiers. Cette réunion est ajournée. Les chaises raclèrent le sol. Les gens se levèrent. Les téléphones sonnèrent. Daniel se tourna de nouveau vers moi, les yeux flamboyants. « Tu as ruiné mon entreprise. » J'ajustai Grace contre mon épaule. « Non, » répétai-je. J'ai juste cessé de la protéger. Puis je me retournai et sortis de la pièce. Janet me suivit avec Emma. Tom referma son dossier. Denise fit un signe de tête poli à Daniel avant de partir. Dehors, l'air frais du Nebraska semblait différent, plus léger. Janet me regarda. « Eh bien, » dit-elle. Ça, c'était quelque chose. Grace bâilla contre mon épaule. Emma s'étira dans son siège. Je les regardais toutes les deux. Et pour la première fois depuis la chambre d'hôpital, ma poitrine eut l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. L'enquête commença plus vite que je ne l'avais prévu. Moins d'une semaine après l'audience, 2 auditeurs d'État se présentèrent au bureau de Mitchell Construction à Omaha. À la fin de cette même semaine, les comptes de l'entreprise de Daniel furent gelés en attendant un examen. L'histoire fit la une de l'Omaha World Herald et de 2 chaînes de télévision locales, sans pour autant faire les gros titres en première page. Le Nebraska n'est pas un endroit qui apprécie le spectacle, mais les faits étaient là. Des questions sur les sous-traitants, la suspension de l'examen du contrat, des irrégularités financières. Daniel m'appela 3 fois ce premier jour. Je ne répondis pas. La 4e fois, Denise appela à la place. « Il aimerait vous parler par l'intermédiaire de son avocat, » dit-elle. « Cela semble plus sain pour tout le monde, » répondis-je. À ce moment-là, les jumelles avaient presque 5 semaines. La vie s'était installée dans un rythme étrange et tranquille chez Janet. Des tétés toutes les 2 ou 3 heures. Une lessive qui ne semblait jamais finir. Des piles de couches un peu partout. Les petites routines répétitives des soins au nouveau-né. Pendant un temps, ce rythme me sembla être la seule chose stable dans ma vie. Devant la fenêtre de la cuisine de Janet, octobre s'insinua lentement au Nebraska. Les feuilles autour du lac Halls Lake commencèrent à prendre des teintes cuivrées et rouges. Les matins sentaient l'air froid et l'herbe mouillée. À l'intérieur de la maison, les jumelles grandissaient et devenaient plus fortes. Emma aimait étirer ses bras tout droits comme une minuscule haltérophile. Grace avait l'habitude de plisser son visage avant chaque bâillement. Ces petites choses manqueraient plus que n'importe quelle stratégie juridique n'aurait pu le faire. Un après-midi, Janet s'assit en face de moi, à la table de la cuisine, pendant que je berçais doucement Grace sur mon genou. « Tu as l'air différente, » dit-elle. Moins comme quelqu'un qui attend que le ciel lui tombe sur la tête. J'y pensais. Peut-être parce que c'était déjà fait. Elle hocha lentement la tête. Bon point. Le processus juridique avançait à son rythme habituel, lent et prudent. Les avocats de Daniel ont tenté de faire valoir que les dossiers financiers étaient mal interprétés, mais la documentation de Tom a tenu bon. Les fournisseurs fictifs étaient suffisamment réels sur le papier pour tromper des audits rapides, mais sous un examen minutieux, ils se sont rapidement effondrés. Des adresses de boîtes postales, des registres d'équipements manquants, des paiements acheminés via des comptes personnels. Daniel avait compté sur le fait que personne ne creuserait jamais profondément. Ce fut son erreur. 2 mois après l'audience, l'État a officiellement retiré Mitchell Construction de l'éligibilité au contrat en attendant les résultats d'une enquête plus large. La même semaine, l'audience de garde a eu lieu. Cette fois, la salle d'audience était beaucoup plus petite que la salle d'audition. Juste un juge, un greffier, Denise, l'avocat de Daniel, et nous 2 assis l'un en face de l'autre. Daniel semblait plus âgé, pas de manière spectaculaire, mais le vernis avait disparu. La confiance qu'il portait autrefois comme une armure semblait maintenant plus mince. Il jeta à peine un coup d'œil aux jumelles dans leur porte-bébé. Le juge examina la situation attentivement.
Des preuves de malversation financière, une enquête en cours, des déclarations publiques que Daniel avait faites concernant ma stabilité mentale et qui n'avaient plus beaucoup de poids compte tenu des faits environnants. Finalement, après près d'une heure de questions et d'arguments, le juge joignit les mains et déclara : « Pour l'instant, la garde principale restera à la mère. » Juste comme ça, pas dramatique, pas triomphant, mais solide. Daniel ferma brièvement les yeux. L'audience se termina quelques minutes plus tard devant le palais de justice. Il m'arrêta près du trottoir. « Caroline, » je me suis retournée. Pour la première fois depuis l'hôpital, nous nous tenions face à face sans avocat ni journaliste autour. « Tu n'avais pas à faire ça, » dit-il. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée. J'y réfléchis un instant. « Tu as raison, » dis-je. Cela sembla le surprendre. « Tu ne l'as pas fait ?»« Non, » dis-je calmement. « C'est toi qui l'as fait. » Il se frotta la nuque, regardant vers la rue. « Je n'aurais jamais cru que tu te battrais comme ça. » Je réajustai Grace dans mes bras. Moi non plus. Pendant un instant, nous restâmes tous deux là en silence. Puis il dit doucement : « Que se passe-t-il maintenant ?» Je répondis honnêtement : « Tu décides quel genre de père tu veux être, car malgré tout, cette partie-là restait son choix. » Il hocha la tête une fois. Puis il s'éloigna. Je ne le regardais pas partir. 6 mois plus tard, ma vie était très différente de celle que Daniel avait tenté de négocier dans cette chambre d'hôpital. Les jumelles prospéraient. Emma riait facilement. Grace étudiait tout comme si elle préparait déjà quelque chose. Janet venait toujours 2 fois par semaine, apportant généralement des courses et des commentaires sur ma cuisine. « Tu es une bonne comptable », me dit-elle un soir. « Mais il faut qu'on parle de ton Chili. » »« C'est impoli, » dis-je. « C'est honnête. » Denise m'a aidée à finaliser les démarches pour ouvrir mon propre petit service de comptabilité. Rien de tape à l'œil, juste aider les entrepreneurs locaux à tenir leurs comptes en ordre et à éviter exactement le genre de désordre que Daniel avait créé. Le jour où j'ai enregistré le nom de l'entreprise, l'employé derrière le comptoir a demandé : « Nom de l'entreprise ?» Pendant une seconde, j'ai hésité. Puis j'ai dit : « Caroline Hayes, comptabilité. » Hayes était mon nom de jeune fille. Cela faisait du bien de le dire à nouveau, comme de sortir au soleil après être resté trop longtemps à l'intérieur. Les 3 millions de dollars que Daniel m'avait donnés restaient intacts, sur un compte d'épargne. Je ne l'ai pas dépensé, non pas par fierté, mais parce qu'un jour il appartiendrait à Emma et Grace, un rappel de l'endroit où leur histoire avait commencé et où elle ne s'était pas terminée. Certains soirs, après que les jumelles étaient endormies, je m'asseyais sur le porche arrière de ma petite maison de ville à Lincoln et écoutais le silence. Les nuits du Nebraska ont une certaine quiétude. Le vent dans les arbres, le train lointain occasionnel. La paix, en d'autres termes. Et parfois je pensais à cette chambre d'hôpital, à l'odeur de désinfectant, à l'enveloppe glissant sur la table de chevet. Daniel disant : « Prends 3 millions de dollars et signe. » À l'époque, il pensait acheter la liberté. Ce qu'il a réellement acheté, c'est le moment où j'ai finalement cessé de protéger sa version de la vérité. La vie ne vous offre pas toujours la justice, joliment emballée d'un ruban. Mais de temps en temps, elle vous donne une chance de vous lever et de corriger l'histoire. Et si vous êtes assez courageux pour saisir cette chance, les choses peuvent changer de manière inattendue. Emma s'agita à l'intérieur via le babyphone. Grace laissa échapper un soupir endormi. Je me levai et rentrai. Parce qu'au bout du compte, ces 2 petites filles étaient la seule raison pour laquelle tout cela importait. Si cette histoire a eu un sens pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous croyez que la force tranquille mérite une voix, n'hésitez pas à suivre pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci de votre écoute.